20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Barthélémy Dias accuse Maître Abdoulaye Wade d'être le commanditaire principal de l'attaque de sa mairie. Face à la presse, le maire de Mermoz Sacré-Cœur a affirmé que son procès prévu demain a des soubassements purement politiques entretenus par le pouvoir actuel avec la complicité de son propre parti, le PS. Le Front Manko Wattu Sénégal rencontre le chef de l'État Macky Sall demain jeudi, une rencontre déjà objet de polémique au sein de l'opinion publique. L'analyste politique Serigne Saliou Samb se prononce dans cette édition et recommande aux parties prenantes de mettre en avant l'intérêt de la nation. L'IPRES, encore une fois au devant de l'actualité, ses pensionnaires remettent en cause la gestion de l'Institut qu'ils jugent calamiteuse. En sit-in, les retraités dénoncent l'obsolescence des textes qui en régissent le fonctionnement. Le Sénégal veut éradiquer le sida d'ici l'an 2030. Malgré la baisse du taux de prévalence, la pandémie persiste au sein des couches vulnérables. La journée mondiale de lutte contre le sida est célébrée ce jeudi 1er décembre. Une première à Dakar, l'organisation de journées scientifiques pour impulser une synergie des actions. L'invité du 20h, il s'agit de M. Antoine Hué, directeur général commercial de Corsair International. Il est interviewé par Mamadou Ibrakan, une interview à suivre comme d'habitude tout juste après la fin de cette édition. Voilà pour les titres, le développement à présent. Rebonsoir à toutes et à tous. Après avoir entretenu le suspense pendant quelques jours, Barthélémy Dias s'épanche enfin sur les accusations de meurtre dont il fait l'objet. Et selon lui, c'est le PDS et plus particulièrement Maître Abdoulaye Wade qui a commandité l'attaque de sa mairie, attaque qui lui vaut aujourd'hui d'être dans le viseur de la justice. Pour ce qui est de son procès prévu demain, Dias fils y voit tout simplement une tentative du pouvoir actuel de l'éliminer politiquement. En conférence de presse, le maire de Sacré-Cœur a décoché des flèches également à l'encontre de son parti, le PS, qu'il accuse de faire dans la machination politique. Nous l'écoutons dans ce reportage signé Chartidiane John et Diafar Abba. Face à la presse, le maire de Mermoz Sacré-Cœur a proposé à ses militants et sympathisants des extraits sonores de l'ancien président Maître Abdoulaye Wade. Une séance de visionnage de la vidéo du président Macky Sall sur l'attaque de sa mairie. Une façon à lui de prouver que l'attaque a été orchestrée par l'ancien régime. L'élément de la sécurité du PDS. Et j'espère que le PDS pourra prouver que ces individus qui ont été abusés, qui bénéficiaient de contrats de travail, qu'il est lié au PDS en bonne et due forme, en règle avec la Caisse de sécurité sociale et l'IPRES. Je ne demande qu'une seule chose, et je crois que c'est ce que le candidat de l'époque, M. Macky Sall, aujourd'hui actuel président de la République, donc patron de la magistrature, c'est ce qu'il demandait, la traduction en justice des commanditaires. C'est tout ce que je demande. D'après lui, le rebondissement du procès s'explique par des raisons politiques. Aujourd'hui, je voudrais vous dire que dans ce procès, ce qui est recherché, ce n'est pas exclusivement de mettre Barthélémy Dias en prison. Ce qui est recherché aujourd'hui, c'est d'éliminer politiquement Barthélémy Dias du champ politique. Et vous comprendrez aisément que je peux ne pas aller en prison, mais je peux être sanctionné par une peine qui me rendrait inéligible. Le maire socialiste invite la direction du Parti socialiste à ne pas s'immiscer dans cette affaire. Il accuse la direction du PS de faire dans la machination politique. Je voudrais respectueusement inviter la direction du Parti socialiste à bien avoir la courtoisie de se taire. Parce qu'ils sont au cœur de ce vaste complot politique qui ne passera pas. Il est hors de question de laisser des gens en fin de carrière politique penser qu'ils vont détruire la carrière politique d'hommes et de femmes qui ont un avenir politique. Ce 1er décembre s'ouvre le procès du maire de Sacré-Cœur accusé d'avoir tué Ndiaga Diouf le 22 décembre 2011.
Et pour être clos avec l'actualité judiciaire de cette édition, sachez qu'Alkali Cissé sera rejugé le 18 décembre prochain en Arabie Saoudite où il est détenu suite à son extradition du Maroc. Une décision qui révolte son avocat, Maître Abdoulaye Tine, qui ne comprend pas que son client soit jugé une nouvelle fois pour la même affaire. Pour rappel, l'ancien député libéral est poursuivi dans une affaire d'escroquerie. Il risque la peine de mort dans ce pays où la charia est en vigueur. Et puis, vous le savez, le Front Manko Wattu Sénégal rencontre Macky Sall ce jeudi. Alors que cela soit du côté du pouvoir ou de l'opposition, les supputations vont bon train. Selon Serigne Saliou Samb, notre analyste politique du jour, priorité doit être accordée à la prise en charge des préoccupations citoyennes. Fatou Kiné Diém et Modou Diop pour les détails. Une décision sage, une majorité qui compte rencontrer son opposition. Un pas vers une démocratie apaisée. La question, est-ce une démarche de calcul? On est à l'orée de l'organisation des élections législatives et tout le monde sait que les positions sont en train de se cristalliser, pour ne pas dire se radicaliser, autour du fichier électoral, autour de l'organisation des élections par Abdoulaye Daouda Diallo, qui se trouve être un responsable de l'APR. C'est aussi dans un contexte où l'opposition quand même dénonce toujours des reculs sur le plan démocratique, notamment l'interdiction ou bien la répression des marches. La rencontre entre le président Macky Sall et Manko Wattu Sénégal est prévue ce jeudi, une coalition déjà divisée. Cet analyste politique dit ne pas être surpris. C'est une sorte d'armée mexicaine qui n'a comme dénominateur commun que la haine, pardonnez-moi l'expression, envers le président de la République, l'opposition radicale contre Macky Sall. Mais en dehors de cela, il n'y a rien qui unit donc ces différentes composantes de l'opposition. Et ce n'est pas une première. Souvenez-vous, lors du dialogue national au Palais, il y a des partis qui avaient décidé de ne pas y aller. Souvenez-vous que lors du référendum aussi, il y a des partis qui avaient battu campagne pour le non. Les enjeux ne manquent pas, surtout dans ce contexte actuel. Au fichier électoral, relatif peut-être à la confection et à la distribution des cartes d'identité biométrique qui pose quand même un réel problème. Je crois que là, tout le monde le sait. Et peut-être des questions relatives donc, au calendrier républicain, parce que l'opposition soupçonne le pouvoir de vouloir décaler les élections législatives pour les coupler avec la présidentielle de 2019. L'essentiel doit être débattu, entre autres, les séries de meurtres notées ces jours-ci. Les deux parties de faire preuve de sagesse pour trouver des réponses face aux questions qui permettront à la classe politique de mettre de côté les querelles internes. Les retraités de l'IPRES dénoncent la gestion qu'ils jugent calamiteuse de leur société. Les pensionnaires considèrent que les textes de l'Institut sont obsolètes. Ils souhaitent que ces textes soient justement revus pour y apporter des correctifs. Déclaration faite au sortir d'un sit-in qu'ils ont organisé. Nous écoutons leur porte-parole du jour. Il s'agit de M. Pape Mbagnick Soumaré. Il est au micro d'Aïssatou Paye et Léa Niafouna. Le rôle que devait jouer l'IPRES, ce n'est pas le cas. En effet, à chaque fois que les pensionnaires s'attendent donc à une amélioration de leurs conditions, ils se trouvent donc débutés par des comportements peu exemplaires. Ceci est en contradiction avec les textes. Et c'est ces textes même que nous demandons de changer. Les revendications aussi portent sur la mensualisation. Nous l'avons dit en leur demandant des mesures d'accompagnement. Malheureusement, à toute forme d'attente, par rapport à décembre 2014, c'est la répétition de l'histoire. Les mêmes causes ont amené les mêmes effets. Ils ont coupé tout simplement la pension en deux. Pour dire mensualisation, ça veut dire le bimestre divisé par deux. Or, nous, on avait dit de donner au moins 75 à 80%. Ils ont dit que chaque fois qu'ils feront ça, ou bien s'ils font ça, l'année prochaine, l'IPRES va perdre. C'est faux. Nous avons prévu une grande descente ici. Mais en attendant, nous faisons une sensibilisation au président de la République pour venir au moins nous rencontrer et discuter sur ce problème. Et quand il voulait le pouvoir, il est venu, on lui a donné le pouvoir. Maintenant, il doit qu'à nous donner ce qui nous est dû. Allez, parlons santé à présent. Le Sénégal multiplie les efforts dans la lutte contre le sida pour une élimination de la maladie d'ici l'an 2030. Malgré un taux de prévalence de 0,7% au niveau national, la persistance de la pandémie, notamment chez les groupes vulnérables, inquiète encore. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, célébrée ce 1er décembre, des journées scientifiques se tiennent dans la capitale. Une première pour impulser une synergie d'action. Mambiram Diouf pour le compte rendu.
Une nette régression de la pandémie, c'est ce qui est noté au Sénégal. Le Sénégal fait partie des pays de faible prévalence. Donc, à épidémie concentrée, le taux de prévalence au niveau de la population générale est faible. On est à 0,7%. Multiplier davantage les efforts pour zéro nouvelle infection due au VIH, zéro discrimination et zéro décès justifie la tenue de ces journées scientifiques. Des taux élevés dans certains groupes dits vulnérables ou à risque, les populations clés. Donc c'est les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes, les professionnels du sexe et les utilisateurs de drogues par voie injectable. C'est dans ces populations-là que les prévalences sont très élevées, allant de 9% à 21%. Nous intervenons auprès des professionnels du sexe et autres femmes vulnérables pour essayer de réduire l'incidence du VIH au sein de ce groupe. Nous avons senti récemment une enquête qui a été effectuée cette année-ci, l'enquête combinée, surveillance combinée, que le taux a baissé. Il faut toujours continuer à maintenir la garde parce que c'est un groupe où la contamination est très rapide. Se protéger et se faire dépister en mettant l'accent sur l'éducation de leviers sur lesquels il faut s'appuyer. Je vois que beaucoup de gens ne sont pas bien informés. Ils devaient vraiment aller consulter et faire le test de dépistage. Voilà, moi j'ai effectué à plusieurs reprises ce test de dépistage, voilà, exactement. Donc j'exhorte aux autres d'aller faire ça, d'aller faire pas. Non, c'est bon. Nous sommes une tradition, nous sommes dîner. Bu fekkee ne yow sa comportement yow sa wàllu bopp yow gor si bala ngay boo bëggee dara war ngaa mën a contrôler sa bopp. Actuellement on dispose d'assez d'éléments pour dire que c'est possible de mettre fin à cette épidémie. Ça ne veut pas dire qu'il y aura plus de malades. Il est évident que tout a été possible grâce à l'appui des partenaires. Il y a des risques que certains partenaires se retirent et ce serait un grand coup dans cette réponse-là parce que les objectifs vont être multipliés par 3. Vous savez que d'ici 2020, l'objectif, c'est de dépister 90% des personnes infectées, de traiter 90% des personnes dépistées et de rendre indétectable la charge virale chez 90% des personnes traitées. C'est possible. La célébration de la Journée mondiale contre le sida ce 1er décembre prétexte pour une forte mobilisation autour du combat éliminer le sida d'ici 2030 au Sénégal. La responsabilité sociétale des entreprises, une initiative qui pourrait davantage contribuer à la protection des droits de l'enfant. C'est la conviction de l'ONG Save the Children et la Coalition nationale des associations qui militent en faveur des droits de l'enfant. Ces deux organisations viennent justement de tenir un atelier de partage pour encourager l'État, mais aussi le secteur privé à utiliser davantage la RSE au profit de l'éducation et la protection de l'enfance. Aïssatou Paye. La Coalition nationale des associations et organisations non gouvernementales se mobilise pour une seule cause, la protection des enfants confrontés très tôt à la réalité du travail. C'est dans ce cadre que les entreprises sont interpellées pour une implication totale à travers la RSE, responsabilité sociale des entreprises. C'est un atelier d'échange sur la responsabilité sociale des entreprises qui vise à rassembler autour d'une même plateforme le secteur privé, les organisations de la société civile et le gouvernement afin d'avoir une base commune sur la responsabilité sociale des entreprises, sur les 10 principes qui régissent cette thématique qui est de plus en plus importante dans un Sénégal émergent. Une fois les entreprises impliquées dans la réalisation des droits de l'enfant, bon nombre d'entre eux ne seront plus confrontés à des difficultés d'ordre social. Toute activité économique et également des entreprises a un impact indéniable sur le développement et le futur de ces enfants. De ce fait, si nous nous engageons ensemble sur des principes visant à encadrer ces différentes activités et surtout à promouvoir l'intérêt supérieur des enfants, nous pouvons dans une mesure garantir un meilleur futur pour ces enfants. Au sortir de cet atelier de partage, des lignes d'action pour la mise en place d'une plateforme RSE à court et moyen terme seront identifiées et consignées sur une feuille de route.
Et puis, pour une première fois, les écoles doctorales de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar initient la fête des sciences, une journée marquée par la présentation de certaines découvertes faites par des universitaires sénégalais. L'objectif principal de ces journées scientifiques, montrer le rapport entre les découvertes scientifiques et les préoccupations sociales. Professeur Amadou Dat est au micro d'Aminata Mbaresso pour plus de détails. Nous visons 3 objectifs essentiels. Le premier objectif, comme je le disais tantôt, c'est nous assistons dans le développement de la recherche scientifique. Nous allons de plus en plus vers une spécialisation, une fragmentation très poussée des disciplines. Et les collègues, les chercheurs ont tendance de plus en plus à cloisonner dans leur discipline. Et nous savons que bien sûr ça a des avantages, ça favorise la production de la connaissance, mais n'oublions pas que nous faisons de la recherche pour évidemment résoudre les problèmes de la société. Et ce qu'on remarque, c'est que les problèmes de la société sont des problèmes complexes, c'est des problèmes qui font appel à une interdisciplinarité. Il y a beaucoup d'exposés que nous allons avoir. Nous allons voir par exemple des biologistes qui vont faire part de quelques-unes de leurs inventions sur des techniques de dosage de la stamine du poisson. Et certains vont parler aussi des découvertes qu'ils ont fait en utilisant des déchets de phosphate, en faisant des produits du ciment par exemple. Et nous restons dans le domaine de l'éducation pour parler cette fois-ci du renforcement des technologies de l'information et de la communication dans l'éducation. L'Agence de l'informatique de l'État s'implique et offre une salle multimédia au CEM Scat Urbam de Grand Yoff. Cette salle multimédia va permettre aux formateurs comme aux élèves d'avoir tout simplement accès à l'outil informatique. Je vous prie d'écouter Cher Bahoum, il est au micro de notre reporter Fatou Bintou Conté. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'Agence de l'informatique de l'État a installé durant l'année 2016 50 salles multimédia. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'ADIE a installé presque 180 salles multimédia à travers le pays. Et c'est une occasion ce matin de pouvoir non seulement faire cette formation pour ces enseignants, mais surtout aussi d'inaugurer la nouvelle salle ici dans le CEM Scat Urbam qui a été parmi les écoles qui ont été désignées pour accueillir ces 50 salles multimédia durant l'année 2016. C'est très important pour l'ADIE, très important pour le gouvernement aujourd'hui de renforcer les TIC dans l'éducation. Et c'est cela aujourd'hui la mission de la solidarité numérique qui se situe au niveau de l'ADIE et qui aujourd'hui a un plan ambitieux de pouvoir aujourd'hui permettre quand même à toutes nos écoles de pouvoir au moins se doter d'une salle multimédia et surtout dans les zones assez enclavées. Parlons de tout à fait autre chose à présent. Face à la supposée rivalité entretenue entre la police et la gendarmerie, le directeur général de la police nationale met fin à la polémique. Selon Oumar Mal, ces deux corps sont tout simplement indivisibles et complémentaires. Le directeur de la police s'est prononcé en marge de la visite effectuée au CICES. Ses propos sont recueillis par Pape Faragning et Mardian. C'est vraiment nous jeter vraiment fatigués devant la population de voir vraiment de temps en temps les péniches de la destination. Donc mieux vaut vraiment raffermir davantage les relations pour le grand bénéfice des populations dont nous sommes fidèles. Voilà vraiment le message que je voulais lancer. Donc on demande également à la presse de d'ici ça davantage et que véritablement il n'y a pas une seule famille où vous n'aurez pas un policier, un gendarme, un douanier, un ceci, cela. Donc, on ne peut pas appartenir à une même famille. Appartenir à une même nation, appartenir à un pays, c'est ça. En marge de cette visite au CICES, Oumar Mal a en outre invité les populations à la vigilance et à collaborer davantage pour lutter contre la criminalité et l'insécurité dans les quartiers. Autre visite, cette fois-ci, celle du directeur des opérations douanières à Saint-Louis. Il a annoncé l'utilisation de drones pour mieux sécuriser le trafic maritime dans la capitale du Nord. À quelques jours du Gamou de Tivaouane, il a également annoncé d'importantes mesures pour dissuader les fraudeurs et sécuriser l'alimentation des pèlerins, comme l'a suggéré le porte-parole du Khalife général des Tidjanes, Ousseynou Diop et Habib Sek.
En tournée à Saint-Louis, le colonel Abdou Khadr Guélanignan, directeur des opérations douanières, a visité le poste frontalier de Gama et rencontré les soldats de l'économie. Il les a félicités des importants résultats enregistrés ces derniers mois. Le colonel a aussi promis de soutenir les douaniers de la capitale du Nord avec des moyens plus sophistiqués. Au niveau fluvial, c'est très difficile de faire cette surveillance, mais comme nous le constatons, cette unité est en train de faire aussi de belles saisies. Alors, nous pensons même à utiliser des drones pour un peu affiner davantage la surveillance, en tout cas de la mer et donc du fleuve. Dernièrement, le porte-parole du khalife général des Tidjanes, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, avait demandé aux services de l'État de veiller sur les produits alimentaires introduits dans la ville sainte avant, pendant et après le Gamou. Le directeur des opérations douanières a promis des mesures efficaces pour le bon déroulement du Mawlud 2016. Mais au-delà aussi, il y a toujours ces fraudeurs-là qui profitent de ces grands événements aussi pour s'adonner à leurs pratiques favorites. Mais en tout état de cause, nous avons mobilisé vraiment toutes les unités pour vraiment éradiquer cette menace-là. Et également aussi un aspect très important, c'est un peu aussi l'aspect sécuritaire de nos frontières. Donc vous le savez, maintenant c'est devenu vraiment une gageure parce que la menace est permanente partout. La douane doit jouer donc sa partition et nous sommes en train de nous atteler à cela. Avec ces nouveaux moyens annoncés, Saint-Louis sera encore beaucoup sécurisé. À noter que depuis près de 3 mois, les douaniers ont fait plusieurs saisines estimées à près de 2 milliards de francs CFA. Parlons religion à présent. Le Gamou El Hadj Mame Baro Ndiéguène se prépare comme chaque année. Un CRD consacré à l'avènement s'est tenu à la gouvernance. Des mesures importantes sont prises pour un bon déroulement de l'événement religieux. Cheikh Anta Diop, c'est la tire pour la correspondance. Le Gamou 2016 de la famille Mame El Hadj Baro Ndiéguène de Thiès se prépare activement. Un CRD spécial consacré à l'événement a permis de faire le point sur les derniers réglages devant permettre un bon déroulement du Mawlud. La rencontre avait pour objet de partager l'ensemble des informations en rapport avec les dispositions administratives qui devaient être prises pour veiller à ce que ce pèlerinage se passe dans les meilleures conditions. C'est ainsi que le comité d'organisation et les autorités compétentes de la région ont passé au peigne fin toutes les recommandations et décisions de l'État. Nous sommes sortis réellement satisfaits dans la mesure où, à chaque étape où nous sommes arrivés, nous avons eu des promesses, nous avons eu des propositions, nous avons eu des engagements de l'ensemble des chefs de service qui aujourd'hui ont tous confirmé ce qu'ils nous avaient dit au niveau du CLD comme au niveau du CDD. Donc nous pouvons dire sans nous tromper que nous sommes sûrs que nous allons vers un Gamou qui sera bien organisé, qui va avoir une satisfaction dans l'ensemble de nos préoccupations et qui va nous permettre maintenant d'organiser un Gamou apaisé et qui va se dérouler dans les meilleures conditions. Le porte-parole du khalife de la famille Ndiéguène, Serigne Ousseynou Ndiéguène, président du comité d'organisation, se dit très satisfait de l'engagement des services de l'État par rapport aux dispositions prises pour assurer la réussite de l'événement religieux. Gamuk Rendi, famille El Hadj Mame Baro Ndiéguène fas yéene ko amal fii ci diwaanu Thiès ci quartier Kër Ma El Hadj. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui continue sur votre site www.igfm.sn. Tout de suite, je passe le témoin à Chérif pour Permanence. Bonsoir Chérif. Bonsoir Sarah Cissé, merci beaucoup pour toutes ces informations. Dans un instant, l'invité du 20h, Mamoudou Rakan, sera avec Antoine Huet. Il est le directeur général commercial de la compagnie Corsair. Dans un instant, le temps d'un jingle.